Bienvenue dans Voix d'ailleurs, le podcast qui ouvre la voie vers d'autres mondes. Ici, nous explorons les récits de personnes ordinaires ayant vécu des expériences extraordinaires. Des rencontres avec l'au-delà, des visions inexpliquées, des manifestations spectrales, des expériences hors normes. Chaque épisode vous invite à écouter les voix de ceux qui ont traversé les frontières du connu. Je suis Faustine et je vous accompagnerai à travers ces histoires où le mystère et l'invisible se rencontrent. Préparez-vous à découvrir des récits qui défient la logique et ouvrent la voie d'un ailleurs. Depuis toute petite, Mélissa vit des choses qui lui font peur. Que ce soit des ressentis, des bruits, des ombres ou carrément des phénomènes physiques. Mélissa a si peur qu'elle ne veut pas se confronter à ces phénomènes. Mais quand les âmes insistent, peut-on vraiment leur tourner le dos ? Alors bonjour, je m'appelle Mélissa, j'ai 25 ans, je viens d'Auvergne. Quand j'étais petite, j'ai vécu quand même pas mal d'histoires paranormales. Il faut savoir que mes parents ont aménagé dans un appartement. En fait, c'était dans une grande maison, il y avait 2 appartements qui étaient mitoyens. Il y avait seulement un escalier qui nous séparait. En fait, on avait chacune notre escalier séparé. À côté de nous, on avait une petite mémé qui était très gentille, qui avait à peu près 80 ans. C'était vraiment, je la considérais comme ma grand-mère, on a dû faire ses courses, elle m'apprenait à tricoter, tout ça. C'était vraiment une très bonne personne. En fait, mes parents, dans cet appartement, surtout ma maman, entendaient très souvent toquer à la porte la nuit. C'était 3 coups vraiment paf, paf, paf. Et quand elle se levait et qu'elle allait voir, il n'y avait personne. Mon père, il lui disait tout le temps non mais c'est bon, arrête, c'est dans ton rêve, quoi. Et ma maman travaillait à l'usine à cette époque-là. Elle travaillait en poste les 3-8. Donc elle rentrait souvent à 4h ou 5h du matin. Et une fois, en fait, elle a entendu la mémé d'à côté à 5h du matin appeler. Donc ma maman, elle a été chercher mon père parce qu'elle avait très peur d'aller dans l'appartement de la mémé qui, elle, disait déjà avoir vécu des choses comme des gifles. Elle imaginait elle voyait que dans sa chambre, il y avait un homme qui venait la voir au pied de son lit, qui n'avait pas d'œil, mais il avait dans sa main une boule rouge, comme du feu en fait, comme une boule de feu. Donc mon père, il disait, bon, c'est une mamie, elle délire un peu, la mamie, elle est toute seule, enfin voilà, elle se sent seule, voilà. Et quand ils sont rentrés dans l'appartement, la maison, elle était sans dessus-dessous. On aurait dit qu'il y avait eu une tempête dans la maison, donc faut imaginer quand même une mamie de 80 ans qui ne sort pas de chez elle, qui peut pas prendre les escaliers, rien du tout. Faut bien s'imaginer les anciens meubles, les grosses armoires, les gros lits, donc les gros matelas. La mémé, son matelas, il était carrément relevé de son lit, l'armoire était tombée sur le lit, enfin c'était vraiment sans dessus-dessous. La pauvre, elle était carrément allongée dans son couloir, elle était tombée de peur et elle s'était fait pipi dessus tellement qu'elle avait eu peur. Donc ça a été déjà l'un des éléments qui a fait un petit peu plus cogiter mon père. Ensuite, moi, pour les expériences que j'ai vécues personnellement dans cette maison, donc j'avais 9 ans à cette époque-là. Je dormais dans une chambre avec mon frère, on se partageait la chambre. Mon frère, il a 4 ans moins que moi, donc il avait 4-5 ans à cette époque-là. Moi, j'en avais 8-9 à peu près. Et en plein milieu de la nuit, donc je sais pas trop vers quelle heure parce que j'avais pas de réveil à cette époque-là, je me suis réveillée. Et dans l'encadrement de ma porte, donc on dormait toujours la porte ouverte avec la lumière des toilettes en fait qui nous faisait une petite veilleuse qui était allumée. Dans l'encadrement de porte, je vois une femme. Je sais pas comment je peux savoir que c'est une femme parce qu'en fait c'était une silhouette noire, mais j'avais l'impression de voir vraiment des longs cheveux noirs, un visage fin, pas très grande, un peu comme ma mère en fait, mais comme si c'était l'ombre de ma mère.
Et du coup, je lui dis maman. Bon bah j'ai pas de réponse. Donc en fait moi, je me suis dit bon bah voilà, elle veut pas réveiller mon petit frère. C'est rien, je me rendors. Je referme les yeux. Et en fait, au moment où je rouvre les yeux, je sais pas pourquoi, peut-être 10-20 minutes plus tard, je vois un homme qui est pendu à ma porte. Alors l'homme, il est pas pendu par le cou, il est pendu un peu comme le Christ en fait, il est vraiment pendu par les bras. Les pieds qui pendent. Je me rappelle très bien, il était en habit de travail, vraiment une salopette bleue avec un t-shirt blanc, et il avait la tête baissée. Et en fait, ça m'a marqué, rien que d'en parler, j'ai encore des frissons. Ça m'avait vraiment fait extrêmement peur, surtout à 9 ans, quoi. On s'attend pas vraiment à voir des choses comme ça. Et du coup, j'ai refermé les yeux. Quand j'ai refermé les yeux, j'avais tellement peur que j'avais peur de rouvrir les yeux. Du coup, je rouvre les yeux pour voir, parce qu'on a toujours cette curiosité de voir si c'est parti ou pas. Il y avait plus rien. Il y avait plus rien du tout. Dans cette maison-là, on a eu quand même pas mal de petites choses. Mon frère qui avait toujours 4-5 ans, parce qu'ensuite on a déménagé, on a quand même vécu pendant 8 ans dans cette maison. 8 ans où on vivait vraiment des faits extraordinaires. Franchement, maintenant avec le recul, je me dis c'était quand même un truc de dingue. Et on a vécu quand même 8 ans, quoi. 8 ans là-dedans. Mon petit frère, donc qui avait 4-5 ans, se réveille en pleine nuit. Regarde dans le couloir et voit en fait, il sait pas trop comment le dire parce qu'à cette époque-là il était petit, mais il se voit lui, en fait il voit un petit garçon un peu blondiné aux yeux bleus, même âge que lui, qui le regarde en souriant dans le couloir. Et quand mon frère se lève, le petit garçon part dans la chambre de mes parents en courant et a disparu, quoi. Donc voilà, des fois il se réveillait la nuit en hurlant. Maman, j'ai peur. De toute façon, il pouvait pas dormir sans ma mère. Il dormait que avec ma mère parce qu'il avait extrêmement peur dans cette maison-là. Il faut savoir qu'à cette époque-là, ma mère, elle nous en parlait pas du tout. Elle nous parlait pas. En fait, on y croyait. On en parlait subtilement, mais elle nous a jamais dit qu'il y avait quelque chose dans cette maison. Parce que je pense qu'elle voulait pas nous faire peur. On était ses enfants, enfin, on avait 4-5 ans, 8-9 ans, enfin voilà, on était vraiment petits, quoi. Ma mère se réveillait très souvent la nuit avec 3 griffures dans le dos. Mais du haut du dos, vraiment de la nuque jusqu'en bas, donc des endroits que nous-mêmes on ne peut pas atteindre rien qu'en voulant se gratter, quoi. Et mon père au début disait t'as dû vouloir te gratter, parce que ma mère se grattait au sang. T'as dû vouloir te gratter et tout ça, et en fait il s'est bien rendu compte que non, c'était des endroits qu'on ne pouvait pas atteindre de nous-mêmes. Du coup, ma mère a commencé à vraiment avoir peur, à plus vouloir dormir dans sa chambre. Mon père s'endormait de fatigue dans le canapé, donc finalement tout le monde dormait dans le canapé. Enfin, eux ils dormaient dans le canapé et nous dans notre chambre, quoi. Ça arrangeait bien tout le monde. Très souvent la nuit, on entendait des pas de talons aiguilles dans la maison de la mémé. Donc chose qui est impossible parce qu'elle a 80 ans, je le rappelle quand même. Vraiment des talons aiguilles. Dans notre cuisine, on entendait de la vaisselle tomber comme si carrément le meuble à vaisselle était tombé. Vraiment un très gros boucan. Quand on se rend dans la cuisine, rien n'a bougé. Rien du tout a bougé. Il n'y a aucune vaisselle qui est tombée. Les placards sont fermés. Enfin vraiment, il n'y a il y a rien du tout, quoi. La dernière chose pour cette maison-là, le jour où on a voulu rendre les clés, donc quand on sort d'un appartement, on fait l'état des lieux avec le propriétaire à la fin. Et donc mon père il va avec le propriétaire, et au moment où il veut ouvrir la porte, il rentre, donc il met la clé dans le barillet, il tourne, impossible d'ouvrir la porte. Ils ont été obligés de dégonder la porte pour pouvoir rentrer et faire l'état des lieux de la maison. On avait fait venir une médium
dans cette maison pour voir ce qui était le médium de famille qu'on connaît depuis très longtemps. Ce qui se passait, est-ce que ça nous voulait, pourquoi ça voulait qu'on parte alors qu'on n'était pas méchants, rien du tout, qu'on faisait rien, quoi. En fait, ça serait une vieille mamie qui était dans cette maison et qui comprenait pas ce qu'on foutait là, très clairement. Elle se disait, qu'est-ce que vous faites chez moi? Elle était vraiment dans le couloir, dans les escaliers. Elle était posée. Quand la médium, elle a même pas eu besoin de rentrer dans l'appartement, rien que dans les escaliers, elle lui disait, qu'est-ce que vous foutez chez moi? Dégagez d'ici. Dans ma famille, j'ai eu beaucoup de décès d'hommes. Donc, surtout les frères de ma grand-mère. Une nuit, j'étais chez ma grand-mère et en fait, ma grand-mère, elle a 3 chambres. Une chambre où mon grand-père dort, une chambre où elle dort et une chambre où c'est des amis. Et donc, c'est une famille portugaise du côté de mon père. Donc, il y a vachement de vierges, tout ça dans la chambre. Et moi, déjà, je pouvais pas dormir avec les vierges. Je sais pas pourquoi, alors que je suis chrétienne et que j'y crois vraiment. Je pouvais pas dormir avec les vierges, il fallait tout le temps que je les enlève. Et je suis en train de m'endormir dans la chambre et à ce moment-là, je sens une présence à côté de mon lit. Mais je sais pas, je la voyais pas en fait. Je sens vraiment juste qu'il y a quelqu'un à côté de mon lit qui veut me parler et qui me regarde. Donc ça a été vraiment les premiers signes pour moi de la clairsentience. Donc quand on ressent les choses, quand on sait qui c'est, en général on sait ce qu'on veut, mais à cette époque-là j'avais 11 ans peut-être. Donc j'étais très jeune et j'avais très très peur. J'ai compris avec le temps que c'était le frère de ma grand-mère qui venait de décéder, qui venait certainement me voir pour me dire que tout va bien, parce que ma grand-mère devait pas être bien vu que c'était la grande sœur. Il est décédé d'un cancer, donc certainement qu'il voulait expliquer ou dire à ma grand-mère que c'était ok, quoi, que tout allait mieux, quoi. Et toutes les nuits, j'ai dormi là-bas peut-être une semaine, toutes les nuits, il venait me voir. Donc ça a été... j'ai essayé d'expliquer à ma grand-mère, Mamie, je ressens quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Elle me disait, oh, arrête tes conneries, tout ça, parce que en fait, elle a été éduquée dans cette culture-là. Chez les Portugais, c'est très très courant tout ça. Et en fait, elle en avait peur. Tout simplement, elle en avait très peur. Et du coup, elle voulait pas en parler. C'était vraiment sujet tabou de ce côté-là de ma famille. Du côté de la famille de ma maman, c'est vraiment très ouvert sur ça. Donc, je pouvais vraiment plus en parler. À l'âge de mes 15 ans à peu près, j'ai un de mes oncles qui s'est suicidé. Et en fait, le soir où il s'est suicidé, j'étais avec sa femme, donc ma tante, qui est la sœur de mon père. Et c'était une personne qui était malade, qui était bipolaire et qui avait des tendances suicidaires déjà depuis très très longtemps. Et en fait, il a dit à ma tante ce soir-là, il lui a dit dis à mon fils que je l'aime, voilà, on va au revoir, quoi. Et moi, je disais non, mais c'est bon, il nous l'a fait plein de fois, quoi. C'est bon, tu vois. Et même ma tante, elle disait bah, c'est bon, il l'a fait plein de fois, voilà, quoi. Et le lendemain, en fait, elle me dit écoute, j'ai pas de nouvelles de ton oncle, viens, on va chez lui. On va voir ce qui se passe parce que j'ai peur qu'il ait fait quelque chose, on sait pas quoi. Effectivement, on est arrivé chez lui, il était déjà décédé. Je m'en suis beaucoup voulu, mais vraiment pendant 3 mois, j'ai pleuré, bah, déjà la perte, hein, bien évidemment, mais surtout le sentiment de culpabilité de lui avoir dit non, en fait. Laisse, c'est bon, il l'a déjà dit. Alors que je me dis, peut-être que si j'aurais pas dit ça, peut-être qu'il serait encore là aujourd'hui, quoi. Mais finalement, bon, voilà, on n'aurait rien pu changer, hein. Cette fois-là, ça aurait été peut-être une autre fois, quoi. 3 mois plus tard, je ressentais sa présence à côté de mon lit, encore une fois. Cette fois-ci, c'était chez mes parents. Je pense que ma chambre est un lieu de passage, parce que je suis la seule déjà à pouvoir dormir dans cette chambre. Alors que c'est une maison neuve, hein, donc y a rien. Je suis la seule à pouvoir dormir dans cette chambre. Mes frères dorment dans cette chambre que si je suis là. Enfin, dormir, puisque maintenant ils sont grands.
Dans cette chambre-là, mes frères se sentent très oppressés, pardon. Ils se sentent vraiment mal. Ils ont l'impression d'être observés. Ils savent pas trop comment l'expliquer, mais vraiment, ils se sentent pas bien. Ils peuvent dormir que quand je suis là. Si je suis pas là, ils osent même pas rentrer dans la chambre. Le soir, ils rentrent pas dans la chambre. Moi, je dors très bien dans ma chambre. Je sais qu'il y a du passage, je le ressens, mais ça me gêne pas plus que ça maintenant. Ça me gênait beaucoup quand j'étais jeune. 3 mois après que mon oncle soit décédé, je pleurais beaucoup parce que voilà, c'est toujours ce sentiment de culpabilité. Et toutes les nuits, il venait à côté de mon lit et en fait, quand il était là, je pouvais plus respirer. Très clairement, j'avais le souffle coupé. Je sais pas trop si c'est la peur ou si c'est plutôt je ressentais les émotions qu'il a vécues étant en vie encore. J'avais extrêmement peur. Et en fait, donc mon lit, ma tête était dos au mur et en face de moi, j'avais ma penderie. Et lui venait toujours sur ma gauche. Moi, je dormais du côté gauche du lit et lui venait toujours sur ma gauche. Donc vraiment debout. Je savais que c'était lui. Je savais qu'il était là. Je ne savais pas pourquoi, parce qu'encore à cette époque-là, j'essayais pas vraiment de chercher, j'avais trop peur en fait. Et quelques minutes plus tard, donc j'étais vraiment en apnée, en trouille quoi, hein, une angoisse mais phénoménale. J'avais mon autre oncle, donc celui qui venait chez ma grand-mère me voir, qui venait au pied de mon lit. Et à partir du moment où il était là, je pouvais respirer. C'était un truc de dingue. Et en fait, 5 secondes plus tard, peut-être, ils partaient tous les deux. Donc comme si en fait il venait le chercher en lui disant écoute, là tu lui fais peur, stop en fait. Et j'en ai des frissons encore. Et en fait donc ça a duré peut-être une semaine, peut-être même plus, je me rappelle vraiment plus trop là de ça, jusqu'au jour où j'ai dit à ma mère voilà, je lui ai expliqué en fait ce qui se passait et je lui ai dit maman, j'ai trop peur, j'arrive plus à dormir la nuit, j'angoisse d'aller dans ma chambre le soir, j'ai trop peur, qu'est-ce que je peux faire? Elle me dit écoute, tu sais ce que t'as qu'à faire, tu lui parles en fait, t'as qu'à lui dire écoute là j'ai trop peur, stop, arrête, si tu veux me dire quelque chose tu viens me le dire dans mes rêves, mais stop en fait, arrête de venir me voir parce que là j'ai trop peur. Donc chose que j'ai faite le jour même avec ma maman dans ma chambre, on l'a faite ensemble. Il est revenu me voir la semaine qui a suivi, une fois dans mon rêve. Et en fait, je le revoyais en fait la même situation. La dernière fois que je l'avais vu, c'était aux 40 ans de mon père en fait. Et je le revois dans mon rêve. On était aux 40 ans de mon père. On est devant le buffet, vraiment, c'était exactement la même salle, tout était pareil. Et je le vois en train de me parler. Il est en train de me parler et moi je sens dans mon rêve que j'ai envie de lui dire mais pourquoi t'as fait ça? Est-ce que c'est bien toi qui venais me voir? En fait je sens ça. Et je vois qu'il est en train de me parler et tout ça. Et quand je me réveille, impossible de savoir ce qu'il m'a dit. Impossible de me rappeler ce qu'il m'a dit. Mais je l'ai plus jamais ressenti. Enfin, je l'ai ressenti, voilà, mais j'en avais pas peur, il m'oppressait pas comme avant. Et il venait pas me voir toutes les nuits dans ma chambre. Enfin voilà, ça a vraiment été totalement différent. Pas longtemps après cette histoire avec mon oncle, ça peut-être quelques mois, on va dire 6 mois peut-être, j'étais dans le salon avec ma mère en pleine journée. Hein. Donc ma mère se réveillait de la sieste. Et moi en fait j'étais face à la baie vitrée qu'on a, et sur le côté de la baie vitrée on avait une petite commode avec des plantes dessus. Et ma mère elle était face aussi, mon père était dans l'autre sens du canapé, donc de dos. Donc on est en train de parler tout ça, on regarde vraiment le vide, la baie vitrée, enfin voilà. Et tout à coup on entend comme ça, et en fait on voit le pot de fleurs qui se déplace en lévitation au-dessus, qui était vraiment au bord de la commode, qui est en lévitation au-dessus du vide, et en une fraction de seconde, il s'éclate par terre. On n'a jamais compris. Mon père, il s'est foutu de notre gueule. Ça, c'était dans la nouvelle maison. La maison neuve, c'était vraiment pas longtemps après que mon oncle soit décédé. Alors, est-ce que c'était lui ou pas? Moi, j'ai eu l'impression que c'était lui pour nous dire « Je suis là, t'inquiète, tout va bien ». Mais je sais pas. Mais vraiment, en fait, ça nous a fait halluciner parce que c'était, en pleine journée. 2 vraiment flagrant devant nos yeux quoi en fait, hein. On n'avait jamais vu de choses qui bougent, on avait entendu mais jamais de choses qui bougent, rien. Et là vraiment de voir le pot de fleurs, vraiment ce mouvement de se déplacer
d'être en lévitation une fraction de seconde au-dessus de rien et de s'éclater par terre, ça a été un truc de dingue. Il y a aucun doute quand on le voit de nos yeux. C'est vrai que comme tu dis, quand on entend des choses, on peut se dire écoute, arrête de regarder la télé, c'est bon quoi. Au bout d'un moment, tu te fais flipper pour rien quoi. Alors que finalement, quand on le voit de nos propres yeux, on se dit ah ouais, non en fait c'est réel quoi. C'est réel. Même quand on ressent les personnes, moi pendant très longtemps, je me suis dit mais Mélissa, arrête de te faire des films. Non mais t'es complètement barrée ma pauvre fille, arrête de te faire des films. Tu peux pas, voilà, j'en avais chopé tellement une trouille en fait que je me suis convaincue que non, c'était non en fait, il y avait rien, stop, arrête de regarder des films. Donc j'ai arrêté tous les trucs paranormaux, j'ai jamais rien regardé. Après j'avais peur vraiment de tous les films d'horreur, je regardais plus rien quoi. Maintenant, on fait un bond à mes 20 ans. Non, mes 19 ans, oui. On fait un bond à mes 19 ans. Je pars en week-end en vacances avec une de mes meilleures amies, ma mère, et une de mes tantes. On part à Sainte-Marie-de-la-Mer, toutes les 4. On part, il est à peu près 22h parce que ma mère terminait le travail à 21h. Et donc on roule quand même une bonne partie de la nuit, on arrive, il est 4h du matin, donc c'était pour mon anniversaire. On arrive dans une maison que ma mère a louée au père d'une amie à elle. C'était leur maison de vacances qu'ils louaient comme ça de temps en temps. On arrive là-bas. Déjà, il faut savoir que on a galéré pendant 1h à 4h du matin pour trouver la maison. Parce qu'en fait, c'était une zone piétonne, mais c'était un labyrinthe. Mais un labyrinthe. Tu rentrais dans une allée, tu ressortais dans l'autre, et en fait la rue s'appelait, le lotissement, c'était un lotissement, mais il y avait plusieurs maisons qui avaient le même numéro. Nous, on se dit à 5h du matin, on va pas commencer à essayer de rentrer chez les gens, ils vont se dire, voilà, on sait pas quoi. Donc on a vraiment galéré pendant 1h à trouver la maison. Au final, elle était pas loin de là où on était de base. Donc vraiment on était exténués, on avait roulé toute la nuit, on avait passé notre journée, tout le monde avait travaillé, on était vraiment très fatigués. Et on se dit on va aller se coucher directement, on verra demain quoi, on prend vraiment le nécessaire, on verra demain. Donc moi j'ai les clés en main. Je prends la clé, je la mets dans un premier portillon. On rentre, donc là on découvre une petite cour avec un barbecue, enfin voilà, très sympa. On voit qu'il y a un grand rideau qui est fermé, style baie vitrée. Donc on se dit super, il y a une baie vitrée, bien éclairée, tout ça, ça va être bien. On avance, donc ça fait un L en fait dans la cour. Vraiment, la maison, elle est en L et la cour, ça fait un petit passage en L pour aller jusqu'à la véranda. On arrive dans la véranda et moi déjà, je commence à me dire, je sais pas pourquoi, je commence à me dire, ouais, c'est bizarre un peu quand même ici. J'ouvre la véranda, fermée à clé, encore une deuxième clé, on ouvre la véranda, tac, tac, tac. On arrive dans la véranda, donc vers la porte d'entrée qui était fermée. Tu sais, à l'ancienne, il y avait vraiment des volets partout, les portes, tout ça, il y avait des volets. Donc il y avait un volet à la porte. Je vais pour mettre la clé dans le barillet, et là, on entend paf! Un truc qui tombe. Je regarde ma mère, je dis bon bah ça commence bien. Ma mère elle me dit oui, imagine, il y a des esprits. Je dis maman, commence pas en fait. Commence pas parce que là j'ai juste envie de dormir. Donc j'ouvre le petit volet et là je vois qu'en fait il y a un balai qui nous barre la route. Un balai qui est tombé vraiment, qui barre la porte de tout son travers quoi. Je pousse le balai, je dis bon allez. On s'imagine pas, c'est vraiment le truc, quand on a mis la clé, voilà, ça a fait tomber, on s'imagine pas de... Hein. Donc j'ouvre la porte et tout ça, on rentre, le tiroir découvert ouvert. On se dit, c'est rien, ils ont dû oublier de le fermer, enfin vraiment, on essaie vraiment d'être relative et de pas penser au surnaturel, quoi. Là, on fait vite fait un tour, vraiment, on se sent pas très à l'aise dans une des pièces, justement là où on avait vu la baie vitrée. On se sent pas très à l'aise et tout ça. Il faut savoir que tout le monde ressent des choses. Donc je suis vraiment pas la seule. Hein. Tout le monde ressent des choses. Tout le monde a déjà vécu des choses paranormales dans sa vie. Dans les 4 qu'on était, tout le monde a vraiment déjà vécu des choses.
Donc en fait, on arrive, donc il y a une petite cuisine, c'est vraiment tout petit. Il y a un salon, donc là où il y a la baie vitrée, c'est un salon. Un peu plus en arrière, il y a une chambre avec un lit double, donc là où dormiront ma mère et ma tante. Il y a un petit escalier style meunier pour monter dans un espèce de grenier où il y a un autre lit double, là où on dormira avec ma copine, et un lit simple qui est très bizarre. Il est dans un recoin. Vraiment, l'agencement est extrêmement bizarre de ce lit simple. Ça donne pas du tout envie de dormir dedans. Donc on a dit on va dormir ensemble. De toute façon, c'est pas grave, c'est pas la première fois, quoi. Donc tout le monde part se coucher. On est vraiment très fatigués. Et j'entends ma mère et ma tante en bas qui rigolent. Je les entends, je pense qu'elles se font flipper en fait. Et elles rigolent de nerfs, quoi. Donc tout le monde commence à s'endormir. Et on commence par entendre dans l'escalier. Moi, je me lève. Ma mère, elle me dit Mel, arrêtez, c'est bon. On a peur. Enfin, il est tôt. Il est 6h du matin. On aimerait bien dormir, quoi. Et là, du coup, je me lève et je dis non, mais maman, c'est pas moi. Maman, je te promets que c'est pas moi. Arrêtez de nous faire une blague. C'est pas drôle. J'avais ma copine qui dormait. Moi, j'étais à moitié endormie. Enfin, voilà. Bon, on va se recoucher. On se dit tant pis. Et là, on entend dans les escaliers comme si ça montait en courant, quoi. Ah bah là, j'ai réveillé ma copine. De toute façon, je l'ai réveillée, mais elle était déjà à moitié réveillée, du coup. On est descendu en courant. On a pris une trouille, mais un truc de dingue, quoi. Et on se dit, bon, il doit y avoir une bête sous l'escalier, c'est pas possible, il doit y avoir quelque chose. Vraiment, on essaie encore de chercher quelque chose, hein. On a fouillé toute la maison. On n'a rien trouvé. Rien trouvé. Sauf que du coup, vu qu'on avait peur, on s'est un peu monté le bourrichon, nous. On a décidé d'aller terminer notre nuit dans la voiture. Sauf que, en fait, arrivé dans la voiture, on était plus fatigués, sous l'excitation, et on n'a rien trouvé de meilleur que de se raconter nos histoires paranormales. Donc, on a continué à avoir peur. Arrive 8h du matin, on se dit, bon, on va déjeuner, et après, on va aller essayer de redormir peut-être un peu. Donc, on va dans la véranda, et on avait peur de rentrer dans la maison, du coup, de peur de revoir d'autres choses. Et on s'est dit, bon, on va déjeuner dans la véranda. Comme on avait ressenti vraiment dans la véranda, voilà. On avait tout ouvert, vraiment lumière du jour, c'était au mois de mai, donc vraiment fin mai, il fait beau, la lumière est déjà là, quoi, depuis un moment, à 8h. On est en train de déjeuner, donc moi je suis dos à la cuisine. Je vois pas la cuisine parce que derrière moi il y a un mur en lambris. Et ma mère, elle est en bout de table, donc ça veut dire qu'elle a vraiment vue sur la véranda. On est en train de déjeuner, on parle et tout ça, et ma tante commence à faire des photos. Elle fait des photos vraiment de tout, en fait. Elle se dit, écoute, s'il y a quelque chose, peut-être qu'on verra sur les photos, tu vois. Et là, d'un coup, ma mère voit une ombre noire, mais pas une ombre, une silhouette, une ombre vraiment trapue, un truc qui fait peur, mais bas. Tu vois, un peu comme les loups-garous qu'on voit dans les films. Elle voit une ombre lui foncer dessus et elle se retire de la chaise et elle dit, courez! Alors, faut savoir que ma mère, c'est pas le genre de femme qui flippe. Elle a pas peur pour tout et n'importe quoi. En fait, sachant qu'il y a ses enfants, c'est une maman, quoi. Donc, elle va se montrer forte. Elle va pas dire, Elle va pas dire, ah, j'ai peur. Enfin, elle va pas trop s'exciter, quoi. Du coup, là, elle se met à dire, courez! Ah bah, j'ai jamais vu 4 filles courir aussi vite de toute ma vie, hein, franchement. Hein. Et ma tante a le réflexe, en sortant, de prendre tout en photo. Et en fait, en regardant les photos, on se rend compte qu'on voit une femme derrière la vitre. Mais une femme, c'est pas une femme qui fait notre taille. Hein. Ça veut dire, en fait, c'est une vitre, donc c'est une fenêtre, et la fenêtre, elle est quadrillée. Tu sais, ça fait des vitres en carré, là. Des petites vitres. Nous, on arrive, sur la photo, on arrive sur, on va dire, le début du deuxième carreau. Donc vraiment du milieu. Il y a 3 rangées. Et sur la photo, la femme, elle arrive tout en haut de la fenêtre. Et on voit une femme avec des cheveux noirs, une robe noire qui nous regarde, les bras sur les hanches en mode « Qu'est-ce que vous faites là ?» Blanche, mais qui est pas contente en fait qu'on soit là. Donc finalement, on a décidé de se barrer. Vraiment, de changer d'endroit parce qu'on n'avait pas dormi, il était 10h du matin.
Je me rappelle qu'on avait même couru, tellement qu'on avait peur, on avait couru jusqu'au camping qui était juste à côté, chercher le gars de la sécurité pour lui dire, vous voulez pas venir avec nous récupérer nos affaires parce qu'on a l'impression qu'il y a quelqu'un dans la maison. Du coup, tout le monde est rentré récupérer les affaires, mais moi j'ai pas pu rentrer dans la maison. Impossible de rentrer dans la maison. J'ai attendu devant le portillon, et devant le portillon, j'avais tellement peur, mais une angoisse qui était en moi. Je me disais, si je rentre dans la maison, il va se passer quelque chose, et là par contre ça sera pas la même. Une fois, j'étais partie avec une amie à moi amener son fils au tennis, et j'étais restée dans la voiture parce que je me sentais pas à ma place de l'amener carrément jusqu'à dans le court de tennis. Et j'étais sur mon téléphone, et en fait je lève les yeux, je regarde un peu ce qui m'entoure parce que c'était pas ma ville, je la connaissais pas cette ville. Et je vois une maison, et dans cette maison, je vois dans ma tête. Je vois pas vraiment de mes propres yeux, je l'imagine si on peut dire. L'histoire de cette maison. En fait, j'ai l'impression de voir une jeune fille entre 13 et 15 ans qui me regarde de la fenêtre, et un gros mal de tête me vient, et un mal à l'œil. J'ai très mal dans l'œil. Je me dis, c'est bizarre. Enfin, si tu racontes ça à ta copine, elle va se dire, elle est barrée, elle. Donc je lui en parle quand même parce que je trouve que c'est bizarre, et elle était un peu là-dedans aussi, donc du coup, elle savait déjà ce que je ressentais, et donc je lui en parle quand même. Je lui raconte ce que je ressens, et au début elle me dit mais non, c'est pas vrai. Je dis, je t'assure que j'ai l'impression de ressentir une jeune fille. Je lui dis, j'ai mal à l'œil, je comprends pas. Elle me dit, écoute, c'est pas compliqué, il y a une jeune fille qui a 15 ans qui est décédée d'une tumeur à l'œil. Et ça a été vraiment ma confirmation en fait. Ça m'a confirmé que c'est vraiment quelque chose que je ne pouvais pas savoir, puisque je ne connaissais pas la ville. Ça m'a confirmé que j'avais ces dons-là. Donc après, après j'ai continué à les développer, quoi. J'avais été pour arrêter de fumer. Ne fumez pas, c'est pas bien. J'avais été pour arrêter de fumer voir un chaman, médium, je sais pas trop comment on peut l'expliquer. Et en fait, sur la route, j'y vais avec ma mère et tout se passe très bien. On arrive devant sa maison, en fait, ça fait vraiment une rue avec, c'est un lotissement, quoi, avec des maisons qui sont un peu collées, mais séparées, quoi. Et en fait, vraiment, je passe devant une maison et je pensais que c'était cette maison, et j'ai dit, il est hors de question que je mette un pied dans cette maison, maman. Parce que j'avais ressenti un mal-être, mais un truc de dingue. J'avais des frissons partout, je suis devenue toute blanche, envie de vomir, une angoisse. J'ai dit, il est hors de question que je mette mon pied dans cette maison. Et toi, t'as été dans cette maison parce que ma mère y avait déjà été avant. J'ai dit, mais t'es folle en fait. T'es folle parce que là-dedans, il y a quelque chose qui est vraiment extrêmement mauvais. Elle m'a dit non, mais c'est pas... En fait, j'ai tellement parlé que je l'ai pas laissé parler. Elle m'a dit non, mais c'est pas là, hein. C'est juste à côté. J'ai dit ok. Et du coup, on décide de demander au monsieur qu'est-ce qui se passe dans cette maison, est-ce qu'elle est habitée, parce que là, tous les volets sont fermés. Mais le terrain a l'air d'être à peu près entretenu, donc c'est un peu bizarre, on dirait un peu une maison de vacances, quoi. Et donc on y va et tout ça, et on lui demande, je lui explique qu'en gros j'ai eu un ressenti bizarre, enfin on sait pas trop comment l'aborder, parce qu'on s'est dit peut-être le mec il va me prendre pour une folle, quoi. Il m'explique qu'en fait à côté, c'est ses voisins du coup qui sont extrêmement bizarres. Quand ils ont aménagé dans la maison juste à côté, eux, les voisins ont décidé, tu sais, autour des terrains, t'as des grands blocs, des terrains de foot, t'as des grands blocs en béton pour vraiment faire les espèces de murs là des terrains de foot. Et eux ils ont mis ça pour cloisonner entre les deux voisins, quoi. Tu vois, donc vraiment les gens ils sont un peu bizarres, quoi. Et quand le mari est décédé, la femme s'est enfermée dans la maison. Personne ne peut rentrer dans la maison, même son fils. Elle ne sort pas de chez elle. En fait, ils n'ont jamais revu la femme depuis que son mari est décédé, quoi. J'ai toujours eu cette clairsentience. C'est-à-dire que quand je rentre dans un endroit, en fait, j'ai même pas besoin de rentrer dans un endroit, les gens peuvent m'envoyer des photos de leur maison ou d'un endroit et je sais s'il y a quelque chose. Je sais vraiment sans même... je sais pas comment l'expliquer, c'est vraiment très compliqué, mais je le sais. Je peux savoir si c'est une femme ou un homme. Je peux savoir à peu près l'âge.
Ça m'arrive de savoir si s'ils ont envie aussi, hein, parce que c'est pas que moi. Ça m'arrive de savoir ce qu'ils veulent. Et je sens si c'est bon ou si c'est pas bon. En fait, c'est pas compliqué. Si c'est mauvais, je ne peux pas rentrer à la maison. Je ressens une angoisse dans mon corps. Mais en fait, c'est vraiment mon corps qui parle, là. C'est même pas mon esprit, hein. J'ai des frissons. Ça peut m'arriver d'avoir la nausée, de sentir des odeurs. Mais des odeurs qui puent, hein. Vraiment. Si c'est mauvais, ça sent vraiment l'œuf pourri, quoi. Vraiment des frissons qui m'envahissent et je sens que c'est mauvais, mais à plein nez, quoi. Ou alors, si c'est bon, je vais sentir des frissons. Pas aussi fort, des frissons légers. Et par exemple, si la personne va être à côté de moi, par exemple du côté gauche, et ben je vais avoir ma joue gauche qui va avoir des frissons. C'est vraiment... En fait, j'avais la clairvoyance aussi avant. J'avais conscience que je pouvais savoir. J'avais conscience que je pouvais voir. J'avais vraiment cette... J'étais pas fermée, mais j'avais peur. Je voulais pas les voir, mais j'avais pas exprimé le fait que je voulais pas les voir. C'était vraiment un sentiment qui me faisait peur parce que je savais pas comment le gérer. J'avais peur, en fait, si tu veux, comme j'avais ressenti, tu sais, dans ma chambre quand je dormais, mes oncles, j'avais peur, en fait, qu'un esprit vienne me voir comme ça, mais qui soit pas beau, en fait, qui soit vraiment... Par exemple, je vais prendre l'exemple d'un accidenté de la route, par exemple, qui sera défiguré. J'avais peur qu'en fait, s'il venait me voir, il serait comme ça. Donc du coup, je voulais vraiment pas et ça me foutait les jetons vraiment, quoi. Ensuite, 1 an plus tard, je suis tombée enceinte et j'ai vraiment exprimé le fait que je ne voulais plus les voir. J'aurais dit, vous pouvez venir me voir, je ne veux pas vous voir. Je veux bien vous entendre si vous voulez. Vous me dites ce que vous avez à dire. Je veux bien ressentir que vous soyez là. Vous laissez ma fille tranquille. C'est un enfant, elle a pas besoin de vous voir. Elle est pas assez mature pour ça. Moi, vous venez me voir. Par contre, je ne veux pas vous voir dans un état physique. Je sais que vous serez là. Je sais qui vous serez. Vous me direz ce que vous voulez, mais ne vous montrez pas. Et depuis ce jour-là, j'ai plus jamais rien vu. Merci d'avoir écouté cet épisode de Voix d'ailleurs. Si ce récit vous a intrigué, ému ou fait frissonner, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et de laisser un avis. Cela nous aide à faire découvrir ces histoires uniques au plus grand nombre. Et si vous avez vécu une expérience inexpliquée, si vous souhaitez partager votre histoire, prenez contact avec nous. Votre témoignage pourrait bien être au cœur d'un prochain épisode. Restez curieux, restez ouverts à l'invisible et à très bientôt pour de nouvelles Voix d'ailleurs.